Le genre de l'horreur est décidément un genre particulier. Pourquoi aimons-nous regarder des films ou écouter des histoires qui font peur? Pourquoi ressentons-nous le besoin de repousser les limites de notre imaginaire toujours plus loin dans l'obscur, le mystère? Nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à nos goûts les plus sombres. Enfonçons-nous quelques instants ensemble dans l'horreur, en nous concentrant sur des éléments bien précis de cette mythologie si particulière. Bienvenue dans le bestiaire de l'horreur. Alors, mon Les cher Az, extraterrestres. même si la question me paraît bête venant de moi à toi, pourrais-tu te présenter et nous présenter ton activité liée à l'horreur, bien évidemment? Eh bien, donc, on me connaît sous le nom de Az l'Épouvantail depuis 2015-2016 à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, mon activité, elle constitue pour le moment principalement en des vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai ma chaîne du même nom, Az l'Épouvantail, sur laquelle je fais tout un tas de vidéos sur le cinéma d'horreur dans son ensemble. Alors, j'ai plusieurs concepts différents. Le plus connu est celui qui a fait un peu, entre guillemets, exploser la chaîne étant le bestiaire de l'horreur, où je fais des biographies fictives de icônes du cinéma d'horreur, genre Freddy, Jason, Sadako, etc., etc. Et sinon, j'ai tout un tas d'autres émissions où le but est soit de critiquer slash analyser des films, soit retracer des carrières d'acteurs, de réalisateurs associés au cinéma d'horreur, ou encore tout simplement faire découvrir des pans plus méconnus de ce cinéma que j'aime, que ce soit au niveau d'artistes ou d'œuvres, tout simplement. Et plus le temps passe, plus j'aime mettre en avant le cinéma plutôt extrême, je dirais. Ah, ça, je confirme. D'ailleurs, niveau bestiaire, le cauchemar, c'est justement que tout le monde doit te demander des personnages et je ne me sens pas visé par ma propre remarque. Bah écoute, ça arrive relativement souvent, mais ça va. Là, on parle vraiment pas d'un cauchemar entre nous. Ça reste bon enfant. Et puis bon, c'est aussi les gens me témoignent juste ce qu'ils aimeraient bien voir dans mon émission, et j'imagine que ça veut dire qu'ils aiment bien l'émission. Sinon, ils me demanderaient pas de traiter leur personnage favori, je suppose. Je confirme, je crée ma team Puppet Master, t'inquiète pas, tu vas vite me trouver saoulant. Euh, Ça va venir un jour, on parlera de Puppet Master d'une façon ou d'une autre. J'en doute pas. Pourquoi avoir choisi ce support d'expression? Alors, À la, à la base, ma chaîne YouTube, c'était plus une espèce de blog, c'est-à-dire que enfin, quand j'avais envie de parler d'un truc, pas forcément uniquement du cinéma, d'ailleurs, à l'époque, j'en parlais, je faisais des vidéos sur tout un tas de choses, mais c'était plus destiné à des gens que je connaissais IRL, on va dire, c'est-à-dire, je partageais ça dans un entourage assez direct, assez restreint. Et avec le temps, bah, des gens de l'extérieur sont tombés sur ma chaîne de plus en plus. Et alors, on s'est un petit peu comment dire, on s'est un peu entraîné mutuellement, c'est-à-dire que plus il y avait de gens, plus j'avais envie de fournir des contenus un peu plus qualitatifs, et plus je fournissais des contenus un peu plus qualitatifs, plus il y avait de gens. Donc ça a fait une boucle positive qui m'a entraîné où j'en suis aujourd'hui. Maintenant, donc c'est par facilité, je dirais, pour donner une réponse un peu plus claire. Je pense que le support YouTube, c'est la facilité et à la base, même si on pourrait y redire pas mal de choses, c'est aussi la liberté de pouvoir dire ce que tu veux, faire ce que tu veux, parler de ce que tu veux. Euh, donc là, via, avoir une espèce de tribune, quoi, finalement. Et c'est la façon la plus simple, je crois, peut-être même encore aujourd'hui, d'avoir un public, d'avoir une audience. Maintenant, moi, mes ambitions, elles changent avec le temps. Comme je le dis, ma chaîne YouTube, à la base, c'était plus un blog. Aujourd'hui, je le vois vraiment comme une chaîne où j'essaye, où j'ai une ligne éditoriale, où j'ai une stratégie, machin, tout ce que tu veux. Mais maintenant, moi, j'aimerais bien de plus en plus sortir de ce support-là et pour toucher à d'autres choses. Donc ça, on verra à l'avenir ce qui pourra arriver. Az l'épouvantail, bientôt réalisateur. Voilà, je vous l'annonce, c'est l'info du jour. Voilà. Je pensais vraiment pas à ça pour le coup, mais qui sait, qui sait. Moi, j'y crois. Pourquoi avoir choisi l'horreur et surtout, qu'est-ce qui t'y a mené dans ton activité? Parce que faisant partie des anciens, je sais que la chaîne n'était pas entièrement dédiée à l'horreur à la base. Ouais, encore une fois, ouais, la chaîne au début, c'était plus un pot pourri de tout ce que j'aimais bien à cette époque-là. Puis bon, ça commence à faire un petit temps, là, ouais, ça fait 6 7 ans, donc j'ai quand même, ouais, j'ai pas mal évolué sur plein de choses, et il y a des sujets que je mettais en avant sur la chaîne à l'époque qui font plus vraiment partie de ma vie aujourd'hui, donc bon, ça c'est comme tout le monde. Alors que le cinéma d'horreur, lui, a pas arrêté de prendre de l'importance depuis cette époque-là. Comme je l'ai dit, donc
Enfin non, on va commencer par le début. Pourquoi le cinéma d'horreur à la base? Simplement parce que c'est une de mes passions, entre guillemets. J'ai un père qui est très très fan de cinéma, pas forcément d'horreur, de cinéma dans son ensemble. Et du coup, il avait pas mal de DVD. Et moi, j'avais ce truc de regarder, enfin au début c'était des VHS, mais bon, soit, voilà. J'avais ce truc de regarder derrière son dos les films qui m'étaient interdits. Et c'était souvent des films d'horreur, donc et c'est resté ce truc d'avoir envie de braver les interdits, de regarder des films d'horreur, je précise, derrière le dos des parents ou d'autorités quelconques. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les gens qui aiment le cinéma d'horreur. C'est ce truc qui reste des débuts où on regardait en cachette, où il y avait on ne pouvait pas regarder et du coup ça nous donnait envie de le faire. Maintenant, moi, je répète souvent que j'ai cette image dans les vidéoclubs des rayons horreur qui me fascinait quand j'étais gosse. Aussi parce que j'avais pas le droit de regarder ces films-là, mais je trouvais que les jaquettes étaient vraiment. Elles me traumatisaient un petit peu dans le sens où tous les films qui m'ont fait peur à travers leurs jaquettes dans ces rayons, bah, j'ai eu l'occasion de les voir plus tard et tout ce que je m'étais imaginé était toujours 100 fois pire que ce que ces films avaient à m'offrir en réalité. Donc, mon imagination fertile faisait des films plus terrifiants pour mon esprit d'enfant que les films réel. Donc, bon, ça, c'est un petit peu resté, mais évidemment, en commençant à en parler en vidéo, comme je l'ai dit, bah, j'ai essayé au fur et à mesure de faire des vidéos un peu plus travaillées, un peu plus approfondies, etc. Et en fait, bah, ça me faisait mettre à chaque fois un pied de plus dans le cinéma d'horreur, à tel point qu'aujourd'hui, bah, c'est mon travail, je ne respire que le cinéma d'horreur ou presque. Quasiment tout ce que je lis a un rapport de près ou de loin avec le cinéma d'horreur. J'engloutis des tas de films chaque jour. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais en tout cas, mon train de vie actuel est vraiment mené par le cinéma d'horreur. Donc ouais, c'est une passion que j'alimente avec mon travail aujourd'hui. Et bon, ça devient un peu, entre guillemets, un vrai domaine d'expertise, si j'ose dire. Donc ouais, tout ça a pas mal évolué, mais à la base, c'était une petite passion parmi d'autres. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment la passion, mon travail, vraiment le moteur actuel de ma vie de tous les jours, finalement. Le petit oiseau est devenu un phénix. Ouais, un gros. Un énorme phénix, bien flamboyant. Je partage ton régime de l'horreur. Heureusement, la santé n'a pas prescrit de choses contre. On s'en sort plutôt bien. Ah, certains aimeraient bien pourtant. On touche du bois. Hmm. Le sujet, est-ce que le sujet t'a posé des problèmes vis-à-vis des regards extérieurs, que ce soit les clients, ta famille, tes amis, même si je pense que non, du coup. Eh ben, en fait, c'est une question qui est plus compliquée qu'elle en a l'air parce que autant mon entourage direct, proche, non, puisqu'ils savaient déjà que j'aimais bien ce type de cinéma. Et en général, dans mon entourage proche, même si ce ne sont pas tous des grands fans de cinéma d'horreur, ce sont des gens qui peuvent l'apprécier d'une façon ou d'une autre. Donc, et qui ne voient pas ça d'une manière négative, quoi. On ne tombe pas dans les clichés. Par contre, en dehors de ça, oui, genre là pour le moment je suis dans une période où je travaille, où YouTube c'est un peu mon travail ça paye mon loyer quoi. Mais avant ça donc j'ai eu des jobs normaux où là parfois c'était un petit peu vu bizarrement, où on me disait mais quelle idée de regarder des films d'horreur, quelle idée d'aimer ça sur internet, il y a des trucs qu'on encore là bon je m'en fous un peu, hein, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais là où c'est un peu particulier c'est que on se rend compte que le cinéma d'horreur, au-delà des considérations de ah c'est dégueulasse, c'est gore, c'est machin et tout, qui ne m'ont pas trop affecté à moi dans mon entourage, c'est que pour beaucoup c'est un sous-cinéma encore aujourd'hui, malgré, enfin on est en 2022, on pense que les idées ont changé, mais par exemple pour tout un tas de collègues vidéastes, je remarque, ça c'est assez rigolo, ils vont toute l'année faire leurs vidéos sur le cinéma, il n'y a pas de problème, et inviter tout un tas de collègues pour en discuter, etc. Et alors, moi, je me suis rendu compte que oui, quand c'est Halloween, par exemple, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions pour participer à des projets vidéo, des machins, des trucs, de la part de personnes qui ne me calculent pas vraiment tout le reste de l'année. Ou alors, quand tout d'un coup, tu sais, il y a une grande saga horrifique qui sort, ben, on m'appelle parce que je suis un peu le représentant du cinéma d'horreur en termes d'abonnés, en tout cas, parce que sinon, on est beaucoup. Et il y a un peu ce truc de, allez, comme on parle d'un sujet horrifique, on va inviter le gars qui a le plus d'abonnés sur le cinéma d'horreur. Mais sinon, je ne suis pas considéré comme une chaîne cinéma, par exemple. On va rarement citer ma chaîne au sein des autres, même si ce sont parfois des chaînes qui ont bien moins d'abonnés. Et encore une fois, je sépare le nombre d'abonnés, la qualité n'a rien à voir. C'est vraiment juste pour dire que, comme je parle de cinéma d'horreur, ma chaîne n'est pas considérée comme une chaîne qui parle de cinéma.
Alors pour certains, ça doit être clair en mode, bah, c'est juste que voilà, tu parles pas de cinéma généraliste, donc on se dit que t'as pas. Voilà, il y a une barrière que je peux comprendre, mais pour d'autres, c'est vraiment que bah, c'est carrément un autre sujet en fait. Parler du cinéma d'horreur, c'est pas parler de cinéma. Donc, enfin bon, bref, ça c'est quelque chose, je dirais pas que ça m'a posé problème, mais c'est quelque chose que je remarque de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc, et sinon, oui, bon. Il y a quand même des gens qui pensent que je suis un malade parce que quand je te disais juste avant que moi, j'ai envie de mettre en avant le cinéma extrême, ben, il y a des gens pour qui ça, c'est incompréhensible, ça ne passe pas. Et je me suis déjà pris quelques remarques. J'ai vu ou lu ou entendu des choses à mon sujet de façon indirecte, entre guillemets, qui m'ont un peu surpris, parfois de la part de gens que je connaissais. Oui, en gros, on me prend parfois pour un psychopathe, quoi, par rapport à ce que je regarde. Mais je vais pas te mentir, j'appellerais pas ça un problème. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Donc voilà. Mais ça fait pas partie des questions, mais du coup, ça m'interroge un peu quand même. Comment tu vis le fait d'être la référence de cinéma d'horreur, selon moi, en termes d'abonnés, par exemple, et du coup d'être, je pense, d'être assez constamment appelé par tout le monde, mais du coup, comme tu le dis, tu as l'impression, et c'est peut-être vrai, que la moitié du temps, c'est pas entièrement sincère. C'est profiter de ta notoriété d'une certaine façon. Alors, je sais pas si on peut parler de sincérité. Moi, là, ça fait longtemps que je pense plus comme ça, mais comme moi-même, par rapport à ma chaîne YouTube, je te l'ai dit, j'ai des espèces de stratégies, de calendrier, de machin, de trucs. Pour moi, c'est juste similaire. C'est des vidéastes qui ont, pour beaucoup, j'ai pas envie de les caricaturer non plus. Le but, c'est pas dire qu'ils sont méchants ou quoi, tu vois. Le but, c'était juste vraiment par rapport à mon image à moi que je mettais ce fait-là en avant. Mais je pense que pour les vidéastes qui m'invitent, oui, c'est juste se dire, ah, il a quelques abonnés. Je sais pas trop. Je pense que certains qui m'invitent ne savent pas trop ce que je fais ou en tout cas regardent pas forcément, mais se disent bon voilà, là je parle de cinéma d'horreur. Je pense qu'il s'y connaît un peu, on va l'inviter. En plus, il a quelques abonnés, on peut faire d'une pierre deux coups. Pour moi, c'est ça. Et je peux comprendre, tu vois, j'ai rien contre ça. Euh, Surtout que bah, eux, ils m'invitent pour leur chaîne. Ils savent pas qu'ils sont le 7e, 8e, 9e vidéaste à m'inviter sur le moment. Et en vrai, moi, ça me fait plaisir quand on m'invite dans tous les cas. C'est juste que parfois, je me dis, ah ben, je t'en parlais juste avant, je me rends compte que oui, pour le mois de Halloween, je reçois tellement d'invitations que je dois en décliner certaines, euh, alors qu'il y a tout le reste de l'année, j'en reçois pas forcément. C'est plutôt vraiment ce fait-là qui me marque, mais j'irai pas jusqu'à dire que oui, que c'est des démarches qui manquent de sincérité ou quoi. Ou alors, j'ai envie de dire qu'à partir d'un moment, on manque tous de sincérité, si c'est ça la sincérité. Parce que oui, on a tous nos petites stratégies, nos petits espoirs par rapport à nos projets vidéo, en termes de vues, en termes de rayonnement, etc. Donc maintenant, je pense pas non plus être une référence absolue. C'est pas ça. J'ai pas envie de donner cette image de moi. C'est pas quelque chose que je pense. Mais effectivement, pour tout ce qui est stratégie, et tu l'as bien souligné aussi, si je me présentais comme tel, c'est à cause du nombre d'abonnés, parce qu'il y a tout un tas de créateurs qui parlent de cinéma d'horreur qui ont beaucoup moins d'abonnés, mais qui sont hyper pertinents et qui sont également des références, si j'en suis une. Donc enfin voilà, c'était la petite précision à ajouter. Mais donc je le vis pas du tout mal, mais juste ça m'interroge parfois, ça prête à sourire, dirons-nous. Penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice de l'horreur auprès d'un public néophyte? Ah ben carrément, je pense complètement. Je pense que ça c'est un des avantages qui peut être vu par certains comme un inconvénient, mais de YouTube, c'est qu'on parle au plus grand nombre, on parle à des publics divers et variés. Et oui, par exemple, sur une chaîne comme la mienne où il y a pas mal de concepts différents, quelqu'un qui est arrivé sur ma chaîne parce qu'il a vu mon bestiaire de l'horreur sur les Yoja, les Predators, qui est un sujet quand même très grand public et très connu, pourrait tout à fait, dans la même lignée, la semaine d'après, tomber ah, j'ai vu ce vidéaste, j'aimais bien, c'est quoi sa nouvelle vidéo? Hop, il tombe sur ma vidéo sur Horoscope The Embalmer, un film underground assez trash, un documentaire dont il aurait jamais entendu parler s'il n'était pas tombé sur ma chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de ces néophytes, entre guillemets, qui tombent sur ma chaîne restent et s'intéressent vraiment à ces sujets par la suite. Aucune idée. Mais je pense que oui, je pense que sur YouTube, on a accès à des publics complètement néophytes, d'autant qu'en francophonie, ce sont des sujets qui ne sont pas énormément traités entre nous, hein. Donc oui, complètement. Je pense que ça peut être une porte d'entrée. Maintenant, moi, effectivement, je vais proposer, mais ce sont en général pas ces sujets-là qui font plus de vues sur ma chaîne. Donc,
Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure j'y crois à ce truc du j'attire un grand public avec des sujets très larges et je garde une partie de ce grand public pour mes vidéos sur des sujets un peu plus de niche. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment fiable, mais à mon avis, il y a au moins une petite partie de ce public qui reste, quoi. Donc je pense que oui, la chaîne peut être ambassadrice du cinéma d'horreur. Maintenant, selon certains, ce sera un bon ambassadeur ou pas, ça, c'est pas à moi de le dire. Je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs dans le sens où c'est pas très présent sur YouTube francophone alentour, dans le sens où, sans être méchant avec nous, je vous considère déjà un petit peu vieux sur YouTube, on commence, et j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de nouvelles personnes vraiment liées au cinéma d'horreur en tant que youtubeur. Alors, pour moi, le boom, entre guillemets, a plutôt eu lieu il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, il y a eu pas mal de nouveaux créateurs qui sont arrivés, et beaucoup de nouvelles créatrices, surtout, qui sont arrivées pour parler du cinéma d'horreur. Alors, je dis il y a 3-4 ans, c'est peut-être 5, c'est peut-être 2, bon, voilà, c'est une moyenne, et c'est surtout au moment où on a commencé à remarquer pas mal de nouveaux et nouvelles créateurs, créatrices. Mais en fait, le truc, c'est que, encore une fois, pour revenir sur ce fameux cinéma extrême, underground, un peu plus de niche, qui est un pan du cinéma d'horreur, qui représente évidemment pas tout le cinéma d'horreur, mais il y en a quand même encore moins, parce que selon moi, la plupart des créateurs mettent surtout en avant, et par créateurs, même des créateurs avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, etc., ils mettent surtout en avant des gros films, finalement, la plupart du temps. C'est assez rare les créateurs qui parlent de films. Il y en a, évidemment, il n'y a pas que moi. Il y a, par exemple, vous, sur votre chaîne, c'est ce que vous faites aussi. Et il y en a plein d'autres des chaînes, mais je veux dire, le gros du contenu horrifique, pour moi, j'ai l'impression que ça reste axé sur le cinéma d'horreur américain, hollywoodien, un peu populaire. Et je peux pas non plus, c'est pas quelque chose de négatif, puisque moi-même, je l'ai dit, ce qui fait connaître ma chaîne, c'est surtout mes bestiaires de l'horreur. Et mes bestiaires de l'horreur sont souvent axés sur des gros films d'horreur. Donc, c'est pas une critique non plus, mais je pense que c'est un état de fait. Donc même s'il y a quelques créateurs qui parlent de cinéma, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de plus en plus de parler du cinéma plus underground et moins connu, on va dire, c'est parce que c'est un cinéma, oui, qui n'est quasiment jamais traité, encore une fois, en francophonie. Donc j'ai d'autant plus envie que ma chaîne se fasse ambassadrice de ce type de cinéma-là, et voilà, puis on verra jusqu'où ça peut mener. Dieu sait que c'est quelque chose que l'on partage à ce niveau-là. C'est ne Je pas pense. parler que des dernières sorties et des monstres cultes qu'on a vus 100 millions de fois, Ouais. et défendre le cinéma plus petit qui fait pour autant pas moins bien, voire même mieux des fois. Ouais, très clairement. Alors, question pas si facile, je pense que ça, même si ça me paraît évident, mais de quelle source, film, BD, animation, ce que tu veux, tires-tu ton inspiration? Bah, de tout ce qui est possible et imaginable, hein. Donc je vais évidemment un peu étayer, mais comme je l'ai dit, avec le temps, j'ai voulu approfondir mes sujets de plus en plus, professionnaliser un petit peu ma façon de travailler, même s'il y a encore plein d'efforts à faire, etc., hein. J'en suis conscient que je peux encore évoluer à tous les niveaux. Mais actuellement, euh, je tire mes informations, mes sources, plus que mon inspi, je dirais, parce que mon inspiration, c'est les films en eux-mêmes, hein. Un film me plaît d'une façon ou d'une autre, hop, j'ai envie d'en parler, et à partir de là, on commence à chercher les sources. Donc, dans la presse spécialisée, donc Mad Movie, l'écran fantastique, en francophonie actuelle, même s'il y a eu tout un tas de fanzines plus anciens, j'en ai quelques-uns, Vidéotopsie, etc., qui sont très intéressants aussi, ou alors Fangoria, Scream Magazine et Rue Morgue pour des magazines internationaux que je suis de très près et qui ont plein d'interviews, plein d'articles vraiment super intéressants où je vais puiser de temps en temps. Après, c'est au cas par cas Internet, j'ai envie de dire, mais je cherche surtout des interviews sur Internet parce que je ne fais pas beaucoup confiance aux articles en tant que tels, à part pour des sites très connus comme Bloody Disgusting, ce genre de choses. Mais sinon, oui, je vais chercher beaucoup les interviews sur YouTube, parce que surtout pour le cinéma américain, pour le coup, même les petits films, il y a beaucoup d'interviews, bon, il faut parler anglais, qui sont faites sur Zoom, avec vraiment très peu de vues en plus, hein. Parfois, on est sur moins de 100 vues, et il y a parfois des informations assez intéressantes données dans ces interviews-là. Ça, c'est cool. Et sinon, de plus en plus, et ça, c'est une chance que j'ai, et j'en suis conscient et j'adore, ma source, ce sont les créateurs eux-mêmes, les gens qui travaillent dans le cinéma, les réalisateurs, les comédiens, j'en sais rien, les techniciens, que j'approche et à qui je pose directement mes questions.
Alors, je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir meilleure source d'information que les gens eux-mêmes. Et en plus, à ce moment-là, je deviens moi-même une source d'information, je vais y arriver, pour les gens qui me regardent. Parce que très souvent sur YouTube, on est un peu plus des synthétiseurs qu'autre chose. On va chercher des infos à gauche, à droite, on les synthétise et on les donne, malheureusement, bien souvent, sans donner des sources. Ce que j'essaye de faire de plus en plus souvent. Maintenant, moi, ce que j'aime vraiment et ce que j'ai envie de faire de plus en plus, c'est moi-même être ma source, c'est-à-dire avoir été interviewé le réal, qui m'a donné les réponses à mes questions, que je redonne à mes spectateurs dans mes vidéos. Et là, ça devient vraiment bien parce que là, je deviens la source, quoi, et je propose un contenu inédit à ce moment-là. C'est ce que je recherche de plus en plus. Et sinon, oui, pour aller plus du côté inspiration que tu mettais en avant dans la question, bah oui, je regarde plein de films d'horreur, je lis beaucoup de nouvelles horrifiques ou de livres sur le cinéma, donc ça donne des idées forcément d'une façon ou d'une autre, en anglais ou en français. Et évidemment, j'ai quelques comics, quelques BD, quelques mangas horrifiques, mais ça, c'est vraiment la partie la plus faible de tout le reste, hein. Et alors, je consomme beaucoup de contenu documentaire et making-of sur des films, histoire d'en savoir toujours de plus en plus et de trouver le petit truc qui me donnera envie de parler d'un film aussi. De trouver la petite information, l'angle un petit peu particulier qui va me donner envie de mettre un film en avant sur la chaîne. Et c'est ça d'ailleurs qu'on voit, c'est la passion, l'énergie et surtout la recherche derrière, parce que comparément à ce que pensent les gens, non, nous ne copions pas des fiches Wikipédia pour Oui, bah écoute, surtout quand on parle de films qui ne sont même pas sur Wikipédia, n'est-ce pas, les gens qui viennent te dire ce genre de choses, c'est toujours bien rigolo. Donc, bon. Il suffit de voir des fois comment on galère à trouver des infos sur certains films d'ailleurs. Tout à fait, c'est clair. Fais gaffe, bientôt c'est toi le prochain Wikipédia cinéma d'horreur. Là, bah, écoute, ce serait un honneur maintenant, vu comment les gens, et ça c'est le danger de YouTube, que ce soit ma chaîne ou les autres, vu comment les gens avalent le contenu de certains vidéastes sans vraiment y réfléchir plus que ça ou quoi, ça c'est un des grands dangers. C'est pour ça que je parlais de citer ces sources juste avant. Je le fais pas de façon assez minutieuse non plus, hein, mais il y en a qui, la plupart, ne le font pas du tout. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a parfois des choses juste factuellement fausses qui sont expliquées aux gens, qui les prennent et qui vont les prendre pour argent comptant et donc vont croire que ce sont des informations fiables. Et ça, c'est le côté, ce sont les dérives d'Internet, hein, finalement, c'est pas que sur YouTube. Donc voilà, et je pense qu'on gagnerait tous à être plus rigoureux et minutieux, et je parle avant tout pour moi, évidemment, en disant ça. Je te rassure, nous les premiers, on n'est pas les plus recherchés non plus. Et encore moins. Mais bon, on espère qu'on ne se soit pas encore trop trompé. On n'a pas parlé de Clive Barker alors que c'est Cronenberg, déjà, on est content. Mais après, se tromper, ça arrive à tout le monde. Même dans la presse, on se trompe parfois, tu vois, c'est pas un problème. Surtout que sur YouTube, on a cette chance de pouvoir faire un mea culpa très rapidement, tu sais, ne serait-ce que dans les commentaires, j'ai fait une erreur à tel moment, etc. Mais c'est vrai que, bon, c'est notre rôle d'essayer de nous tromper le moins possible, quoi. Oui, ça serait préférentiel en tout cas. Ouais, quand même. Mais bon, avec nos communautés, on aura toujours quelqu'un pour nous dire que pas bon. Évidemment, et tant mieux, ça c'est un des bons côtés aussi. Ah oui, bah, ça permet de partager encore plus. Alors, je suppose qu'il va y avoir plein de réponses qui vont te popper en tête, mais quand on te dit cinéma d'horreur, quel film te vient en tête? Alors oui, mais le pire, c'est que si tu me poses cette question toutes les 10 minutes, je vais te répondre quelque chose de différent, forcément. Donc, alors je vais donner la réponse qui reviendrait le plus, surtout en ce moment, bah, ce serait Ring de Hideo Nakata, hein, donc un de mes films favoris. Donc, ouais, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner, moi. Bon, alors je précise, on reposera la question, et 17h50, 17h20, 17h30, on n'aura peut-être pas la même. Ouais, mais pour rester un peu cohérent, je dirais la même chose, sauf si j'ai oublié, mais ça m'étonnerait quand même. On fera le test un jour. Est-ce que ta vision de l'horreur dans ton activité, est-ce que tu trouves qu'elle a changé au fil du temps, depuis que tu as commencé justement? Elle change tout le temps, je pense, au fur et à mesure que j'en apprends plus, que je connais plus de films, que je m'y connais plus tout simplement, ça change. Bah, au départ, j'étais un peu comme tout le monde, j'avais la passion du cinéma d'horreur, mais c'était avant tout le cinéma d'horreur américain, avec quelques exceptions forcément, mais que j'avais en tête, hein, tous les slashers des années 80, les torture porn des années 2000, etc. J'avais plusieurs courants qui me fascinaient déjà, mais c'était vraiment le cinéma américain et un petit peu le japonais quand même qui prédominait mes connaissances.
Aujourd'hui, ça a complètement changé. Je suis beaucoup plus à la recherche de films de contrées un peu exotiques, qui ont des contextes un peu particuliers. C'est ça qui me fascine le plus. Et comme je l'ai dit, bah, plus le temps passe, plus j'ai envie de m'intéresser plutôt à un cinéma underground et un cinéma méconnu. Donc forcément, là, on peut dire qu'il y a eu un gros changement dans ma façon de voir le cinéma d'horreur, à tel point qu'aujourd'hui, je me fais de plus en plus dur envers le cinéma d'horreur américain populaire. Genre, par exemple, moi, Blumhouse représente un petit peu tout ce que je déteste dans le cinéma d'horreur, alors que c'est le gros producteur spécialisé dans l'horreur américaine et que plein de gens adorent. Peut-être que je deviens un peu trop extrême et caricatural à ce moment-là. C'est peut-être aussi inconsciemment une image que j'ai envie de me donner sur YouTube, tu sais, avoir un peu ce rôle-là. Mais ça représente quand même un changement majeur qu'il y a eu dans ma vision du cinéma, ça c'est clair, du cinéma d'horreur. Hein, mais on se fait vieux, Az, on vieillit. On devient des vieux cons, c'est tout. Ouais, je sais pas, mais je pense que c'est d'office intéressant quand c'est dans une démarche. Voilà, j'ai pas encore fait de vidéo pour clasher Blumhouse, tu vois. Le but c'est, voilà, j'ai pas envie de parler forcément de ce cinéma-là, donc je vais parler d'un petit film philippin sorti il y a 35 ans, tu vois. Voilà, je pense que la démarche elle est positive à ce moment-là. Bah, je suis d'accord avec toi, surtout qu'il y aura toujours quelqu'un pour parler de Blumhouse si besoin. Oui, ça c'est clair, bien sûr. Donc Bien sûr. clairement, voilà, c'est comme pour moi un cinéma très très sous-exploité et que jamais cité, c'est sûrement le cinéma africain. C'est clair. Après, en termes de production horrifique, c'est probablement le continent qui produit le moins, mais il produit quand même des œuvres horrifiques. Il y C'est a quelques projets en cours là-dessus d'ailleurs. c'est bon ça, il y a des infos. Youpi. Penses-tu faire évoluer différemment ton activité vis-à-vis de l'horreur dans le futur? Ah, mais c'est marrant parce que ça revient sur ce que je disais un peu plus tôt par rapport au projet. Moi, j'aimerais bien sortir un petit peu de YouTube. J'en dirai pas plus. Enfin, si, je vais en dire un peu plus, mais je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a rien sûr maintenant. Mais j'aimerais bien écrire un bouquin ou plusieurs. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment chouette. Et alors, j'ai mon documentaire sur la J-Horror qui va pouvoir reprendre, puisque ça y est, le Japon a rouvert ses frontières, donc je vais pouvoir recommencer à travailler dessus après plusieurs années de stand-by qui sont vraiment frustrantes. Mais voilà, donc ça, c'est l'évolution de mon travail, c'est vraiment ça. C'est plus d'ambition dans mes projets et sortir un petit peu de YouTube. Je pense que ça serait une belle récompense d'ailleurs pour toi d'arriver à, bah, comme à tout le monde, mais de finaliser des projets qui nous tiennent à cœur et qui Ouais, prouvent complètement. qu'on peut toujours aller plus loin, qu'on n'est pas Ouais, cantonné complètement. à rester. Et est-ce que, même si tu vas me dire non, mais je vais tenter quand même, la chose, on ne sait jamais, est-ce que tu aurais un truc à nous dire, tu sais, un truc qui va venir, une particularité, une avant-première, une anecdote, n'importe quoi? Ah, je viens un peu d'en donner, mais si je devais. Eh ben voilà, vas-y, c'est tout frais. Bah là, dans quelques jours, je vais à Lexington, aux États-Unis, au Scarefest. Je pars jeudi pour interviewer Bill Moseley, Ken Hodder et peut-être d'autres personnalités comme Dee Wallace ou Lloyd Kaufman. Il y a plein de gens qui seront là. Il y a même Robert Englund qui sera là à l'événement. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de personnalités du cinéma d'horreur. Donc on verra, il y aura probablement pas mal de contenu qui ressortira de toutes ces rencontres, je l'espère. Et je suis un peu stressé. Donc voilà. Eh ben, pour ce qui est des questions, c'est parfait. Pour ce qui est de te parler, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, sinon à minuit, on sera encore en train de discuter. Merci pour tout, en tout cas. Bah non, pas de Parce problème. que Merci pour pour la l'invitation. partie